Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la 2e partie. Moi, j'ai vu aussi des mamans dire ou critiquer beaucoup leur mec quand il s'occupait de l'enfant parce que c'était pas parfait. C'était pas comme elle le faisait ou comme elle le ferait. Du coup, ce qui décourage aussi le père potentiellement de faire les choses. J'ai l'impression, mais tu vois, c'est vraiment, je suis pas dans la situation, donc voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine fierté, ou en tout cas une chasse gardée des femmes sur la parentalité. Pas sur la maternité, mais sur la parentalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et il y a une personne extrêmement brillante qui a répondu, je vais essayer de me rappeler la citation exacte, elle s'appelle Bell Hooks, je sais pas si tu connais. Si, bien sûr, voilà. j'ai un bouquin là. Voilà, Bell Hooks dont je recommande la lecture de tous les livres à tout le monde. Bell Hooks. Et elle a cette phrase qui dit que les hommes sont éduqués à fuir les rôles parentaux et éducatifs. Ok. Et cette fuite est cautionnée par les femmes qui perdraient la seule sphère de pouvoir qu'on leur laisse dans la société si elles laissaient ce terrain-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois. Parce qu'en effet, quand tu regardes la société, en plus, tu as reçu des invités qui en ont parlé, les hommes ont pris l'espace public, l'espace politique public à l'extérieur, et on a laissé les femmes être des maîtresses de maison. Oui. Lol. Voilà. Du coup, on a fait aussi ça, cette sphère de pouvoir. C'est-à-dire, c'est la seule reconnaissance qu'elles ont, d'être mère, d'être une bonne mère, même si ça met la pression, tu vois. Mais c'est le seul rôle qu'on va leur reconnaître vraiment dans la société. Et en plus, elles sont éduquées à ça depuis toute petite. Depuis toute petite. S'occuper des poupées, etc. Exactement. Là, entre les jeux genrés, ce qu'on va leur dire à l'école, ce que les médias vont dire, ce que les représentations culturelles vont dire, etc. Tout ça, ça s'auto-alimente. Donc il y a ça. Après, est-ce que ça doit servir d'excuse aux hommes pour justement ne pas remplir leur rôle? Bah, je pense que non. Mais encore une fois, je pense qu'on se trompe de sujet. Parce que, tu vois, là, toi et moi, on en parle, et encore une fois, on parle d'adulte à adulte, et on parle de choses qui se passent d'adulte à adulte. Mais le premier sujet, c'est l'enfant. Le premier sujet, c'est l'enfant. Le sujet du père, dans le format hétérosexuel, c'est: est-ce que je suis apte, est-ce que je suis compétent, est-ce que je suis capable de m'occuper seul de mon enfant sur tous les aspects de sa vie? Souvent la réponse c'est non, non? Souvent la réponse c'est non, bien sûr, aujourd'hui. Mais parce que ça s'apprend. Parce que ça s'apprend, et là d'une part tu vas avoir, et encore une fois on revient sur cette ambivalence, tu vas avoir d'une part un travail individuel qui va être forcément nécessaire, puisque il faut apprendre, mais tout comme c'est nécessaire pour la femme, mais aussi un travail sur la société qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'aujourd'hui en France, même si on nous a vendu ça avec une grande communication, on a doublé le congé paternité en 2021, blablabla. Ouais, enfin, ça fait 28 jours. Oui. Ça fait 28 jours. Tu vois, ça fait 28 jours. Ça fait 4 semaines. La femme, elle, après l'accouchement, elle a 10 semaines avant de reprendre, tu vois. Donc déjà, il y a un décalage. Et dès le départ, en fait, on crée le décalage entre l'homme et la femme. Violaine Dutrot, dans son essai Maternité, paternité, parité, fait la proposition suivante, que je soutiens à 100% concernant le congé paternité, qui doit être correctement rémunéré, égal en durée à celui de la mère. Logique en même temps. Oui, mais alors pas forcément par contre même période, tu vois. Oui, non, mais parce en que durée, tu peux, oui, bien sûr. parce qu'il y a toute la dimension économique aussi en fait. Et bien sûr. Tu vois. Donc comme ça, le travailleur, la travailleuse ont la même absence, le même risque, on va dire, d'absence, et ça joue là-dessus. Correctement rémunéré, 8 semaines consécutives minimum, tout simplement parce qu'en fait c'est ce qu'on demande aux femmes. Donc 8 semaines consécutives, moi je les recommande à la naissance, mais après voilà. Et 2 semaines consécutives à la reprise du travail de la mère, le cas échéant. Et ça c'est intéressant parce que moi j'ai pris un petit congé parental de 2 mois, et du coup ma compagne a repris avant moi. 2 semaines exactement. Et j'étais seul avec l'enfant pendant 2 semaines. Et ça c'était hyper intéressant parce que, moi j'ai bien compris que c'était quelque chose de s'occuper d'un bébé seul toute la journée. Et 2, ça nous a vraiment mis dans cette dynamique-là, parce qu'on s'était aperçu que, en effet, malgré nos envies, malgré nos convictions, etc., on était rentré quand même dans un schéma où elle savait plus de choses que moi.
Et du coup, ça m'a mis moi face à mes lacunes. Et ça l'a mis elle aussi face au fait que, en fait, là, faut pas que je le saoule. Et on a eu des engueulades, hein. Ouais, Parce que, en fait, quand c'est toi qui changes 80% des couches de la journée, ben c'est quand même toi qui va décider où est-ce qu'on met le liniment, si tu veux, sur la table à langer, peut-être, tu vois. Où est-ce qu'on positionne, comment est-ce qu'on positionne les trucs. Alors nous, notre solution, ça a été de faire 2 spots. Mais ouais. Ah Mais ouais. en plus, parce que moi, je suis 1m93, elle fait 1m67. Oui, bah Donc, oui. C'était voilà. Voilà. Donc, si tu veux, en fait, on s'est dit, au lieu de s'engueuler, on a 2 besoins différents et on a des compétences équivalentes, mais avec des façons de faire différentes. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. On va faire différemment. Mais après, elle a eu des idées brillantes aussi. Par exemple, à la naissance de ma fille, elle a eu 2 idées particulièrement brillantes, je trouve. C'est que, elle m'a dit, c'est toi qui seras responsable du carnet de santé. Ah, wow. Ouais. Elle est pro de santé en plus. Donc ça lui a coûté, hein. Mais elle m'a dit, c'est toi qui seras responsable du suivi dans le carnet de santé. Et ça, c'était un vrai exercice, parce que du coup, tu suis tout et tu C'est commences par contre-intuitif noter. en plus si c'est son job. Hein? C'est contre-intuitif, c'est son job. Exactement. Ah, pour elle, ça a été un méga effort. Ah ouais. Mais ça nous a permis d'investir ensemble cette parentalité d'une manière que beaucoup n'ont pas fait. Et l'autre gros point, c'était tu vas organiser le choix du mode de garde, notamment le choix de la nounou. Et là, c'était hyper intéressant parce que on s'est retrouvé. Là aussi, tu fais face à tes lacunes. Alors, moi, je suis pas spécialement égalitariste. Ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui préfèrent des tâches et d'autres. Voilà. Ouais, bien sûr. Il faut avoir la compétence, mais après, on se répartit comme on veut. C'est pas. Moi, ça je préfère me aller dérange gagner pas. de l'argent, travailler, et puis maman, je préfère qu'elle reste à la maison. Je plaisante. Tu sais, Mais c'est un si modèle un choix fait tellement en classique. conscience. Ouais, mais après, Ouais. si c'est un choix fait en conscience que les deux sont tout, d'accord, et que pourquoi tout le pas. monde est d'accord, Mm. et qu'on laisse la liberté aux enfants d'embrasser d'autres modèles Mm. aussi dans leur Mm. construction. Mm. Moi, je suis pas là pour juger les choix faits en conscience. Néanmoins, si tu veux, nous on avait des couches lavables pour la grande, tu vois. Ok. On a adoré tester des trucs, je t'ai dit. Hein. Bon, ouais. Et, Enfin, je et sais en pas, fait, mais... si tu veux, premier entretien avec la nounou, tu prépares tes questions et tout, donc faut que tu couvres tous les champs. Et la nounou me dit, ouais, mais les couches lavables, moi, pas trop et tout. Je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre le stock et tout. Tu vois, je savais les monter, j'avais tout préparé. Et elle me dit, ouais, mais si jamais à un moment je dois les laver. Je dis, bah, en fait, ça va, donc, si tu as un insert et une coque. Et ça, en fait, ça se lave à l'eau. Et ça, en fait, ça se lave, et l'insert, en fait, j'étais là, merde, je sais pas laver l'insert, en fait. Parce que il y avait que ma compagne qui l'avait fait depuis les 2 mois de naissance de notre fille, tu vois. Et ça Ouais. paraît bête, Non, mais... je savais pas le faire. Et en fait, le fait de devoir tout scanner comme ça te met face à tes responsabilités. Là, c'était la partie un peu astuce pour mettre les mecs les mains dans le cambouis. Mais en tout cas, cette partie en autonomie, c'est ce qui va faire vraiment la différence entre la répartition de la charge mentale. Clairement, tous les pays qui ont mis en place, les pays scandinaves et aujourd'hui l'Espagne aussi, parce que je sais pas si tu sais, mais l'Espagne, elle a fait passer son congé paternité. Entre 2016 et 2021, l'Espagne a fait passer son congé paternité de 2 à 16 semaines. Oh, wow. D'abord en passant de 2 à 8 et ensuite en rajoutant 2 semaines par an, y compris en pleine crise, y compris en pleine crise du Covid. Hein. Rappelons-nous, donc de 2016 à D'autant que c'est un 2021. pays qui est très macho, quoi. Donc, Ouais, mais qui fait quand même des progrès monumentaux en termes de violence faite aux femmes, violence faite aux enfants et droits des femmes et des enfants, quoi. Donc, et cette partie autonome, en fait, on n'a rien à inventer. Tous les pays qui sont les plus paritaires ont cette caractéristique, en fait, d'avoir des darons qui, à un moment, ou des seconds parents pour les autres formats de couple, qui, à un moment, sont seuls avec les enfants. Et ça, c'est essentiel. Ok. Un autre truc que tu disais sur le temps accordé aux enfants, parce qu'en fait, dans ce... Moi, je te faisais le mythe, mais bon, je sais que c'est pas le terme du bouquin, mais bon, le mythe des nouveaux pères, il y a aussi cette idée que les papas passent du temps, effectivement, avec leurs enfants, Ouais. plus qu'avant, mais en fait, c'est un temps choisi. C'est-à-dire qu'en fait, le temps qu'ils vont choisir, c'est pas nécessairement le temps pénible. Exactement. Alors ça, il y a une thèse hyper intéressante à lire qui est celle de Myriam Château, que j'ai découvert dans l'épisode Les couilles sur la table, où c'est mesuré en fait. Les pères ont en effet investi plus de temps avec les enfants, mais le temps de loisir. Et moi j'ai cet exemple, encore une fois, je vais te prendre que des exemples de la vraie vie, tu vois. Ouais. Tu vas au parc avec tes enfants, t'es solo avec ton enfant, et tu t'aperçois qu'il y a d'autres papas qui sont solo avec leurs enfants, et tu te dis c'est super. Putain, c'est cool, tu vois, il y a plein de pères qui sont avec les enfants, les pères ils font le taf et tout. Sauf qu'arrive l'heure du goûter. Et là, à l'heure du goûter, qu'est-ce qui se passe? On prend le petit sac à dos, et tu vas avoir, allez, entre 7 et 9 pères sur 10 qui vont dire « Voyons voir ce que maman nous a préparé. » Et le sujet, il est là.
C'est que les femmes, les mères, quand tu les écoutes, elles ont clairement dit qu'elles voulaient que les pères s'investissent, mais elles ont pas dit qu'elles voulaient que les pères prennent juste le temps sympa avec les enfants, tu vois. Ça fait penser au barbecue, tu sais. Mais oui. Où les femmes préparent la viande et puis les mecs les mettent sur le grill. Ils font, attends, mais j'ai fait le barbecue. Ouais, enfin, t'as fait le barbecue, c'est-à-dire que, au mieux, t'as allumé la braise, tu vois. 80% du taf, c'est la préparation de la viande, en fait, un bébé, donc. Et tu vois, quand sur les réseaux sociaux, tu vois, quand je fais des conférences, souvent, c'est l'exemple que je prends. Tu vois, je mets à l'écran une photo d'un papa en train de changer une couche. Sur les réseaux sociaux, tu vois, il y en a beaucoup qui portent et tout. Mais moi, je peux pas empêcher de me poser la question suivante, c'est, ok, c'est très joli un papa qui change une couche, on est très content qu'il y ait papa qui change des couches, mais qui achète les couches? Qui s'est cogné la liste d'ingrédients pour être sûr que les fesses de bébé étaient au propre au sec et tout machin? Qui a fait ça? Ben, souvent, c'est pas les pères, tu vois. Et c'est ça qu'il faut qu'on aille plus loin. Mais on part de standards qui sont tellement bas qu'aujourd'hui, on prend des louanges pour ça. Mais à la rigueur, si on prenait des louanges et que tout le monde prenait des louanges, ça serait pas un problème. Tu vois, s'il y avait du mum blessing, ça serait pas un problème finalement. Oui, le problème, c'est que à l'inverse du dad blessing dont j'ai parlé, il existe le mum shaming. Je sais pas si ça t'as entendu parler. Non, mais je vois bien l'idée. Ben voilà. C'est la culpabilisation des mères. Et les mères, quoi qu'elles fassent, quel que soit leur choix, elles seront jugées. En particulier leur belle-mère ou? Par tout le monde, mais par tout le monde. Tu vois, et tu peux même faire un exercice là-dessus. Tu prends un post d'un papa qui a fait un nœud en écharpe pour porter son gamin ou qui a un porte-bébé, etc. 90% des commentaires, ça va être ouais, c'est trop beau, machin et tout. Tu fais la même photo avec une mère, tu vas voir, attends, mais est-ce que t'es sûr que c'est bien physiologique? Ah, mais est-ce que c'est le bon tissu? Ah, mais est-ce que ton nœud là, il est bien fait? Ah, je pense que là, c'est un peu trop serré à l'épaule, machin et tout. Des critiques, ça ne va jamais. Et l'allaitement, par exemple, c'est un très bon indicateur. Alors même si moi je soutiens un allaitement au sein accompagné et soutenu par la société, je pense qu'il faut quand même respecter les choix de toutes là-dessus. Mais en fait, une mère, peu importe son choix, ça sera jamais le bon. Ah, t'allaites pas? Ah, t'allaites? Que 3 mois? Tu vois, nous qu'on a dit 4 ans. 4 ans quand même, voilà, non, allaiter, mais faut pas déconner non plus. Ça ne va jamais. Les mères, ça ne va jamais le même shaming. C'est ce qu'il faut bien se dire. Les mères, elles sont jugées quoi qu'elles fassent. Et nous, les pères, à côté, quoi qu'on fasse, soit on va être accueillis en héros, soit on va nous trouver des excuses. Ah, mais tu comprends, faut bien ramener l'argent à la maison. Mais tu comprends, il est fatigué de sa journée de travail. Et tu comprends, il y a toujours un truc. On a le choix. Tu vois, on y revient, on a le choix. Et ce décalage-là qui est amené par la société, ça peut vraiment créer des gros problèmes de communication dans le couple après. Parce qu'une même situation est pas vécue de la même manière du tout. Tu vois, moi, par exemple, ma compagne, elle détestait aller faire les courses avec notre fille. Parce qu'elle prenait des regards, parce que on lui dit... Enfin, il suffisait qu'elle regarde son téléphone pour regarder les listes de courses. Mais en fait, une mère qui est avec son bébé et qui regarde son téléphone, et par ailleurs, si tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est exactement les commentaires qu'on va trouver, ça va être « Mais c'est bon, t'es avec ton bébé, tu peux pas lâcher ton téléphone ?» Alors qu'un père qui porte son bébé et qui regarde son téléphone, c'est juste un père qui porte. Tu vois. Et ça crée des différences vraiment dans le couple qui peuvent amener des tensions, etc. et qui viennent mettre une pression supplémentaire sur les mères. J'ai jamais réfléchi à ça, c'est ouf. Faut le vivre, je pense aussi. Ouais, je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et est-ce que je te pose une question, moi je me pose tout seul, tu t'es dit, mais est-ce que moi je fais vraiment bien, ou est-ce que, moi je me pose pas si je fais bien parce que j'ai pas d'enfants, mais est-ce que je ferais bien, tu vois? Parce que moi j'ai toujours envie d'avoir des enfants, donc je me dis, mais est-ce que moi vraiment, même si, tu vois, je comprends, tu vois, j'apprends, est-ce que vraiment, je me dis, est-ce que vraiment parce qu'en fait, on est tellement dans une culture patriarcale que je suis pas certain, enfin, tu vois, de manière très sincère, je suis pas certain que je serais exemplaire. Enfin, exemplaire, je cherche pas exemplaire, mais juste, tu vois, faire. Mais encore une fois, le truc, tu vois, c'est rigolo parce que tu vois, dans mon livre, tu vas être papa. Dans l'intro, je pose la question à être un bon père, etc. Et en fait, très vite, j'écris qu'en fait, faut pas que ce soit un objectif. Faut pas chercher à être exemplaire, faut pas chercher à être un bon père. Justement, les femmes essuient les plâtres depuis des décennies sur le fait d'être une bonne mère et on voit la pression que ça amène, etc. Donc, apprenons des femmes et n'allons pas sur ce chemin-là à vouloir être le père parfait, etc. Ouais. En revanche, encore une fois, le sujet c'est pas est-ce que tu seras un bon père ou pas. Le sujet c'est est-ce que tu seras apte à répondre aux besoins de ton enfant. Voilà, il est là le sujet. Parce qu'après, une fois qu'on s'est dit ça, il y a des milliers, des millions de modèles possibles. Tu vois, je te dis, moi, je suis pas... Il y a des pères au foyer avec la femme qui va au travail, inversement, ou des choses qui sont plus équilibrées.
Voilà. Et des fois, c'est un mouvement aussi. Des fois, c'est un mouvement. Est-ce que tu crois pas, quand je t'écoutais, je me posais la question, qui est stupide, mais en même temps, voilà, que les pères gays, hommes, j'entends, pourraient pas donner des sortes de leçons aux pères hétéros. Tu vois, parce que quand t'es père gay, par définition, quand il y a les deux, par définition, c'est un homme qui s'occupe du... C'est hyper intéressant comme question, mine de rien, je trouve, parce que c'est pas forcément parce que le couple est homosexuel qu'il n'est pas hétéronormé. C'est un truc que j'ai appris, justement, grâce au podcast, en travaillant là-dessus. T'as le collectif Famille, qui est une chouette asso qui peut en parler. T'as aussi mon amie Constance de podcast Les Enfants vont bien, là-dessus. Enfin voilà, des ressources, il y en a plein pour les familles homoparentales. Et donc j'ai appris ça, que c'est pas parce que le couple est homosexuel qu'il n'est pas hétéronormé. C'est-à-dire qu'on va pas reproduire des schémas sociaux de l'hétéronormativité. C'est incroyable. C'est hyper intéressant, tu vois. Donc déjà, il y a ça. J'en parlais il y a pas longtemps avec Camille du compte Instagram Madame Santoro, qui me disait qu'elle, au début, justement, donc elle s'est mise en couple homosexuel, et elle reproduisait vachement ça, tu vois. Elle se mettait la pression et tout, machin, et donc elles ont appris à faire différemment, tu vois. Donc déjà, c'est pas une garantie d'eux. Tu vois, parce que l'hétéronormativité, elle est un peu partout, quoi. Après, en revanche, dans les parcours, c'est plutôt dans les parcours, si tu veux, que ça va demander autre chose. Par exemple, tu fais un parcours de PMA, tu fais un parcours de GPA, il y a un soutien, il y a une aventure commune qui est très différente du modèle hétérosexuel, où là, tu as bien entendu, alors je précise quand même toujours, mais prends toutes les pincettes qu'il faut, qu'il y a aussi des parcours PMA en mode hétérosexuel, etc. Évidemment. Mais dans le modèle le plus classique, on va dire, avec le grossesse voulue, etc., voilà. Les chemins sont très différents entre mère et père. Ça, c'est une évidence. Alors qu'en effet, dans le parcours PMA et GPA, de ce que j'entends, parce que je pense que c'est aux personnes concernées d'abord qu'il faut adresser cette question, mais de ce que j'entends, de ce que j'ai entendu, le fait qu'il y ait ce parcours commun fait qu'il y a un investissement qui est déjà dès le départ qui est plus intense du coparent, quoi. Tu vois. Et chose qu'on va par ailleurs aussi retrouver dans les parcours PMA et hétérosexuels. Comment tu penses... Enfin, je sais pas s'il y a une réponse à cette question, mais enfin, je vais la poser quand même. Comment tu penses qu'on peut, au mieux, faire bouger la société et donc les pères, je pense en particulier à ton compte, à ce que font les deux Clem, Mantine. Ouais. Je pense à Marine Leonardi, qui fait énormément de posts. Vous n'êtes pas seul sur les réseaux, on va dire, et puis qui se lâche sur France Inter. Et en fait, ce qu'elle disait, ce que j'entends dans ses interviews, c'est qu'elle dit en fait, je me fous de la gueule de mon mari qui s'appelle, je me souviens plus du nom de son mari, Axel, Alexis, ou je sais plus. Mais en fait, il bouge pas. Ça le fait marrer, mais en fait, il ne change pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment vrai. Ouais, oui, non, mais tu vois, Marine Leonardi, pour moi, elle est, pour moi, dans cette ambivalence qu'elle transporte avec l'humour, tu vois. Ou parce que ce soit sur l'éducation positive, par exemple, ou sur la répartition de la charge mentale, ok, on n'est pas seul, ok, on fait des blagues, mais à quel moment aussi, si tu veux, le fait de faire juste de l'humour sans questionner la situation, ça normalise pas aussi? Je me pose la question. Et c'est pas une critique que je lui fais, hein, non, spécifiquement. c'est très drôle par ailleurs. Mais... C'est vraiment, il y a pour moi, c'est des messages, voilà, qui sont très ambivalents. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Nora Calu, tu vois, par exemple. Je la connais pas. Mais Laura Calu, très grand humoriste aussi, qui vient toujours, tu vois, qui peut amener sur ces mêmes sujets, mais qui vient toujours amener la pointe de réflexion, la pointe qui va nous faire dire, mais c'est pas normal, on doit faire autrement, tu vois. Et c'est bien après d'amener du cocooning, vous n'êtes pas seul et tout, mais moi j'aime bien quand ça fait bouger les choses, tu vois. J'aime bien quand l'humour amène une réflexion. Est-ce que, enfin, l'humour, ça peut aussi, on espère, en particulier sur France Inter, générer une conversation, c'est-à-dire entre un papa et une maman, ou entre deux mamans, ou entre deux papas, tu vois. Bien sûr, ça peut. Bah, c'est sûr que mais là, tu vois, c'est pareil. C'est vraiment marrant que tu prennes cet exemple-là parce que j'ai un couple d'amis qui se sont engueulés en partant d'une vidéo de Marine Leonardi qu'elle lui avait envoyée, et en fait elle espérait que son mec allait percuter, si tu veux, tu vois, c'est pareil, et en fait le mec il s'est juste dit c'est bon, je suis comme les autres, tu vois, et du coup c'était à l'apéro, ils se sont engueulés en fait parce que ça allait pas du tout, tu vois. C'est pour ça que je te dis l'ambivalence de
la remise en question ou la normaliser le truc, quoi, tu vois. Non, mais c'est intéressant. En plus, comme c'est un sujet de société, on a tous des exemples autour de nous. Moi, enfin, tu vois, au fur et à mesure qu'on parle, je pense à des exemples d'amis qui sont dans des situations. En particulier, j'ai une copine dont le mec est macho, très macho, et qui considère, elle a un enfant de son côté, lui, il en a 3, et il considère son enfant comme un problème dans leur couple, parce qu'en plus, le père de cet enfant vit à New York, donc en fait, donc elle a l'enfant en permanence, et lui, il le vit comme un blocage, parce qu'en fait, il peut pas accéder à sa femme quand il veut, enfin, à sa copine quand il veut, il peut pas accéder, tu vois. Et t'es là, tu fais, waouh. Il y a un peu de chemin à faire, là, quand même. Ah, ben lui, il a un gros chemin. Et puis, en plus, on en parle beaucoup, mais, enfin, avec elle, je veux dire. Et la question qui se pose aussi, c'est, t'as pas découvert qu'elle avait un enfant avant de te mettre en couple, tu vois. Ah, ben, bien sûr que si, tu vois, mais bon. Mais en fait, il y a tellement de sujets. Enfin, mais c'est très complexe, hein. C'est extrêmement complexe. C'est complexe et en même temps, comme c'est du quotidien. L'avantage du quotidien, c'est qu'on peut le changer au jour le jour. Ouais. Le désavantage, c'est que c'est tellement dans les normes sociales, dans le mode de fonctionnement d'un couple aussi. Ouais, mais là aussi, tu vois, quand on parlait de la pression sur les mères et tout, il existe aussi une pression qui peut être mise sur les pères, faut le savoir, notamment dans le monde du travail. Sur le fait, voilà, tu quittes plus tôt, c'est pas à toi de t'occuper de tes gosses, etc. Et là aussi, il va y avoir un sujet de classe sociale aussi. Ouais. Moi, j'en avais discuté avec mon ami Papa Plume, Alexandre Marcel, parce qu'il a expliqué la fois que lui, son geste, ça avait été de quitter l'open space à 17h, etc., ce qui est un très, très chouette geste. Mais, pourquoi est-ce qu'il y a mais ça, c'est individuel. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une prise de conscience sociale? Parce qu'en fait, moi, mon voisin maçon qui est sur les chantiers de 8h à 20h, si tu veux, bah, il a pas la même latitude, si tu veux. Il est pas cadre dans un grand groupe, donc il a pas la même latitude. Donc, c'est très différent. Donc, et surtout, il y a une étude qui est sortie en septembre 2023 qui est très intéressante, faite par 2 sociologues françaises, sur le fait qu'en fait, lorsque les hommes, dans le monde du travail, hein, lorsque les hommes changent leur temps de travail pour prendre soin de leur famille, alors ça couvre et les enfants et les aidants familiaux, par exemple, tu vois, quand tu t'occupes de tes parents malades ou quoi, on pourrait penser qu'ils seraient mieux vus, par exemple, qu'une femme, et ben en fait, ils sont doublement sanctionnés socialement dans l'entreprise que les femmes. Wow. Tu vois. Ouais, mais ça m'étonne pas, parce que comme les repères sociétaux sont patriarcaux. C'est ça. Mais en fait, ce qu'elles écrivent, c'est ils transgressent des stéréotypes trop puissants. Ouais. Et donc, la sanction est double. Ah, c'est incroyable. Mais donc, oui. il a le bénéfice du supermarché, mais pas du travail, quoi. Ben, c'est ça. Enfin, après, ça dépend. Tant que tu restes dans les clous, tant que tu restes le travailleur attendu par la société. Mais tu peux pas, enfin, et pour les mères et pour les pères, enfin, en tout cas pour les deux, on va dire, parce que mon père et mère, c'est, voilà. Même si, bon, on pourrait se dire que dans un couple gay, éventuellement, s'il y a des rôles hétéronormés, du coup, on pourrait utiliser père et mère, potentiellement. C'est pas possible de faire les deux en parallèle. Enfin, ou alors, tu laisses ton enfant à une nounou en permanence. Non, mais c'est ça. Mais aussi parce qu'on est dans une société, là vient poser une autre question. On est dans une société où on veut que les parents travaillent comme s'ils n'avaient pas d'enfants, mais s'occupent de leurs enfants comme s'ils ne travaillent pas. Mais c'est exactement ça. Tu vois? Et à commencer par les mères, bien entendu. Je pense. Oui, à 80. On va le souligner encore et encore. Mais X%. Mais et le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui on veut que les parents, tu vois, et ça rejoint aussi le sujet de l'éducation et de l'instruction, si tu veux. C'est que quand on regarde le temps qu'on a avec nos enfants, mais encore, moi, si tu veux, je travaille à la maison, donc voilà. Mais quand tu regardes les temps de trajet, tu vois, là, on est à Paris. Quand tu interroges les parents parisiens, moi, quand j'échange avec les parents parisiens, quand je fais des événements ou quoi, mais quand tu vois les temps de trajet, le daron ou la daronne, hein, qui se barre, hein, qui dépose l'enfant en mode de garde à 7h, qui commence à être en transport à 7h30, qui va revenir 12h après, mais en plus, le soir, t'as ton tunnel, donc je sais pas, si tu n'es pas parent, le tunnel, en non, fait. mais je vois bien. Je vois bien quoi c'est. Je suis pas parent, mais enfin, j'ai une Mais en petite... fait, quand le soir, ton seul temps avec tes enfants, c'est ton putain de tunnel, mais elle est où la qualité de vie, en fait? Ouais, c'est ça. Il est où le moment où on ralentit, où on prend le temps, où on profite des enfants, etc. Et en plus, là-dessus, on va rajouter des devoirs. Tu vois, des devoirs à faire pour l'école, etc. C'est-à-dire qu'on va faire... Les enfants, ils ont pas le droit à la déconnexion, tu vois. Nous, les adultes, on l'a, mais pas les enfants. En plus, il faut qu'ils retravaillent à la maison, etc. Enfin, c'est l'enfer, quoi. On n'est pas dans un mode de vie, au-delà de homme-femme, père-mère et tout, la société ne nous dit pas de nous occuper de nos enfants. Parce que on a commencé la conversation là-dessus, d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu touches plus d'argent en aide pour faire garder tes enfants par quelqu'un d'autre et que toi, tu vas y travailler, oui, qu'en voulant t'occuper toi-même de tes enfants. Ça dépend du salaire, mais...
Oui, non, mais bien sûr, mais de façon médiane. Enfin, aujourd'hui, si tu veux, le congé parental, c'est 70% du RSA. Ok. Wow. C'est 70% du RSA. Tu vois. Oui, donc, S'occuper de tes enfants, l'État considère que ça vaut 70% du RSA. ouais, parce qu'en fait, c'est pas C'est un lunaire. métier, c'est pas un métier. Et d'ailleurs, moi, je vois ça beaucoup chez mes amis, avec des mecs qui considèrent qu'ils rentrent du taf. Putain, ça va, ils ont fait leur part, quoi, en fait. Ouais. Tu vois ce que je Mais veux bien dire? sûr. Mais parce que qu'en t'as fait, l'histoire s'occuper de là-dessus. parce que s'occuper des enfants, rester à la... Ça va, je veux dire, t'as le temps, quoi. Parce qu'ils l'ont jamais fait. Parce qu'ils l'ont jamais fait. C'est Exactement. clairement. Moi, je peux te dire que je vais te dire un truc. Je t'ai parlé des 2 semaines où j'étais solo avec ma première enfant. Jamais il m'est venu à l'esprit de dire à ma compagne en rentrant le soir, dis donc, toi t'es resté jamais. Ouais, cela dit, tu travailles à la maison, donc Jamais. t'as pas vraiment l'occasion de me Oui, dire. pas à mais- l'époque, pas à l'époque. Mais, Ah, d'accord. mais jamais. Mais elle, pareil non plus, tu vois, ça lui est jamais venu à l'esprit. Maintenant, de me dire, en plus maintenant tu vois, j'en ai 2, de me dire, c'est bon quoi, ça va. Et t'arrives à... Une question que je me pose bêtement, mais travailler à la maison, Ouais. faire ton travail et en même temps être père. Parce qu'en fait, j'imagine que quand Ouais. quand tu restes à la maison, t'as quand même pas mal de tâches ménagères, enfin plein de choses qui sont... Bah après, en vrai, moi j'ai la chance d'avoir, j'ai bossé 11 ans chez McDo. Ouais. J'étais équipier, je finis directeur adjoint et en fait chez McDo j'ai clairement appris comment organiser le taf. Tu vois, c'est-à-dire que oui. moi je ne fais chez moi, quand je suis tout seul chez moi, je vais faire le ménage, le linge et tout machin. Alors je suis pas tout seul, ma compagne en fait aussi. Hein, faut pas non plus imaginer des choses J'imagine qui bien. n'existent pas. Mais en tout cas, si tu veux, quand je suis chez moi, je ne fais aucun déplacement inutile. Et parce que j'ai été Biberonné. Ouais, j'ai été 11 formé ans. à ça, et franchement, voilà, c'est-à-dire que je vais lancer différentes tâches, et en plus ma mère était, elle a fini auxiliaire de vie, mais elle était femme de ménage pendant toute sa vie. Elle m'a appris à faire le ménage d'une façon très optimisée, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, tu lances, tu sais, c'est comme en cuisine en fait. Tu lances tes cuissons les plus longues en premier, mais là c'est pareil. Pendant que ton produit nettoie les toilettes, machin, bah, tu vas nettoyer autre chose et tu reviens 15 minutes après, voilà. Donc moi j'organise tout comme ça. Tout comme ça. Et aussi, il y a un truc qui a un peu choqué mes clients, etc., mes partenaires. Par exemple, je peux faire mes visios en faisant la vaisselle. Je fais mes visios en faisant la vaisselle, je fais mes visios en rempliant du linge, je fais mes visios en... Voilà. Ok. Ça fait partie de la vie. Et aussi là-dessus, maintenant, ce que j'ai fait, notamment, enfin, avec ma grande, là, ce que j'ai fait notamment depuis 1 an, elle m'accompagne aussi, tu vois, dans les déplacements parisiens, quand j'enregistre des podcasts et tout, à des événements aussi, pour les conférences et tout. Et c'est génial, tu vois, j'ai fait une vidéo débat sur le crayon face à une maman d'extrême droite. Elle était là. Elle a préparé le débat avec moi. Elle m'a regardé les vidéos et tout, et elle a assisté au débat, elle a donné son avis, etc. Donc Ça doit pas être simple d'être face à une maman d'extrême droite. c'était cocasse. Je vous invite à aller voir, mais c'était cocasse. Est-ce que il peut exister un burn-out parental, évidemment, mais masculin? Oui, bien sûr. On appelle ça la dépression postnatale ou dépression paternelle. Moi, j'ai fait un épisode avec la docteure Lucie Joly qui est très spécialisée là-dessus. Alors, encore que dépression et burn-out sont 2 choses différentes. Pardon. Non, mais dépression, C'est allons sur la pas- dépression, voilà. c'est très bien. Mais la dépression, en tout cas paternelle, elle existe. Elle est mesurée dans une certaine limite parce que, à l'instar de la dépression postpartum pour les femmes, ça reste assez flou. Par exemple, tu vois, les femmes, ça va entre 20 à 30% de dépression minimum. Mais c'est lié au... Enfin, ce qui est différent, c'est que dans le postpartum, c'est vraiment lié à ton corps qui se... Ça, c'est plus le baby blues. Ouais. Le baby blues, ça va dans les 8 à 20 premiers jours après D'accord. le... Moi, j'appelle ça le postpartum, mais alors du coup, j'ai tort. Ah non, le postpartum, ça va jusqu'à 3 ans après l'accouchement. Ah, ok, très bien. Ouais. C'est la période qui va jusque là. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été revendiqué par Anna Roy, mais généralement c'est entre 12 et 24 mois, t'es vraiment dans le postpartum, dans ce qu'on appelle le postpartum, avec tous les bouleversements qu'il peut y avoir. Aussi bouleversements au niveau cérébral de la mère, ce qu'on appelle le mommy brain. Clémentine Sarlat fait un très bon épisode dessus dans la matrescence. On embrasse Clémentine. Voilà. Si elle nous écoute. Non mais c'est vrai, par exemple, tu vois ma compagne, elle, qui était très bonne en mémoire, elle oublie tout. Ouais. Et ça revient là, ça y est, tu vois. 16 mois après, ça revient. Mais juste pour clarifier du coup de quoi on se parle, le baby blues,
c'est dans les 8 à 20 jours après l'accouchement, et en fait c'est une chute hormonale. Voilà. Oui. Ça arrive à quasiment toutes les mères. C'est une chute hormonale. Si ça traîne pas, c'est juste un passage. Voilà, il n'y a pas forcément lieu de beaucoup s'inquiéter. Par contre, si ça dure, ça peut en effet enchaîner sur autre chose. Et la dépression du postpartum, donc c'est vraiment une dépression qui va s'inscrire dans cette période post-accouchement. Alors qu'elle est liée à quoi celle-là? Principalement à l'isolement, en fait, à l'épuisement, au manque de sommeil. Tu verras si ça t'arrive. Non, manque de sommeil, ça mais enfin moi je peux t'en parler parce que déjà j'ai fait une dépression paternelle l'année dernière qui a duré 2-3 mois et ma compagne a aussi fait une dépression postpartum, à chaque postpartum je pense, à peu près. Après de dire les périodes c'est toujours un peu compliqué parce que tu sais c'est entre le moment où t'es juste fatigué et le moment où tu plonges c'est pas forcément évident, mais bref on va avoir des signaux comme ça. Les signaux sont différents chez le père. Ça peut être une fuite justement plongée dans le travail, ça peut être un signe de dépression paternelle par exemple, ne plus vouloir rentrer chez soi. Un père qui te dit non mais moi je ne veux plus rentrer chez moi, je veux rester au boulot le plus tard possible, c'est pas forcément qu'un connard en fait, tu vois, ou c'est pas forcément un connard, c'est peut-être que c'est un signe de dépression paternelle. Mais c'est aussi lié à la masculinité, tu vois, par exemple la dépression paternelle ça va être aussi plus d'impulsivité, mais aussi parce qu'on est éduqué comme des petits garçons à exprimer la colère, etc. Tu vois. C'est très lié à la masculinité quand même, à la masculinité hégémonique. Donc on va avoir ces signaux-là. Il y a entre 13 et 20% de dépression paternelle, voilà. Mais moi, ce que j'aime surtout rappeler, c'est l'étude de Sydney qui parle donc de 13% de dépression postnatale paternelle. Qui indique aussi que le risque de dépression paternelle est augmenté de 50% à peu près quand il y a une dépression postpartum de la mère. Donc. Et ce qui revient quand même à dire, occupons-nous des mères en priorité, vraiment, rappelons-nous de ça. Aussi parce que malheureusement, le suicide, c'est la première cause de décès en postpartum. Donc dans les 12 premiers mois après la naissance, c'est le suicide, c'est la première cause du décès maternel. Et à ce jour, en tout cas, c'est même pas relevé chez les pères. Donc, voilà. Ça veut pas dire que les pères ne souffrent pas, ça peut s'inscrire différemment. La dépression, ça a des formes multiples, mais en tout cas, ça existe. C'est pas un mal qu'il faut prendre à la légère. C'est quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps. Ça peut aussi venir abîmer le couple. Ça peut abîmer, bien sûr, la relation à l'enfant, la relation à la mère, etc. Donc, faut en parler. Mais alors après, on parle. Après, du coup, ça nous ramène à parler des hommes et de la santé mentale des hommes. Et alors là, c'est encore un vaste sujet, mon cher Grégory. Oui. On n'a pas forcément le temps de le traiter. Un sujet que j'aimerais bien traiter, par contre, c'est la séparation. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as été. Le baby clash. Alors, soit baby clash, c'est-à-dire l'enfant qui naît et qui du coup génère une tension très forte, parce que évidemment ça bouleverse tout. Et par conséquent, il y a plein de gens qui font des enfants pour se rabibocher. Ce n'est pas une bonne idée. C'est une grosse connerie. Mais même en dehors de ça, donc il y a le baby clash qui m'intéresse, mais il y a aussi beaucoup de gens que j'entends qui me disent non mais je reste ensemble pour les enfants. Et moi j'ai cette croyance de non-père, non-parent en tout cas, qui est de me dire mais un enfant, en fait il sent quand il y a de la tension entre les parents, et je suis pas certain que ça soit super pour l'enfant que les parents restent ensemble. Mais tu vois, je suis pas. Moi, j'ai grandi avec des parents qui auraient dû se séparer. Tu vois, j'ai grandi avec des parents qui s'engueulaient en permanence et qui, à la moindre occasion, ça nous retombait sur la gueule, ma sœur et moi. D'où le martinet. Entre autres. Donc voilà. Moi, je pense que le couple, c'est le sujet du couple. C'est le sujet des adultes. L'enfant, ce dont il a besoin, tu vois, faut toujours recentrer le truc. Pareil, tu vois, quand on dit l'enfant fait créer des séparations, non, c'est pas l'enfant qui crée des séparations. C'est potentiellement une décision de couple qui a pas été la bonne, en fait. Voilà. Et aussi potentiellement une société qui, encore une fois, ne permet pas aux parents de... Il est où parce que tu vois, je t'ai parlé de l'espace avec l'enfant, mais si on rajoute l'espace du couple dans tout ça... On n'a pas parlé de la sexualité. On peut, hein, mais c'est compliqué. D'ailleurs, l'espace du couple, c'est pas que la sexualité par ailleurs. Mais... Oui, mais même, tu vois, même si on se parle d'intimité, ne serait-ce que de temps de faire un câlin, mais même de se prendre le temps de se regarder, ou même de prendre un repas seul, ensemble, tu vois. Tout ça, c'est remis en question.
Et on peut avoir l'impression que c'est à cause des enfants. En tout cas, en France, on aime bien pointer ça au niveau de l'enfant. Mais en tout cas, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est que ses figures d'attachement principales, donc sa mère, son père, sa mère, dans le modèle hétérosexuel, en tout cas ses parents, lui donnent un amour inconditionnel et une confiance inconditionnelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime parce que tu es, comme dirait mon ami André Stern. Ça doit être inconditionnel. Une fois qu'on donne ça à l'enfant, le reste, ce sont pas ses sujets en fait. Le couple se sépare. Bien entendu, je vais pas te vendre du rêve. Bien sûr que ça va créer des insécurités chez l'enfant. Bien sûr que il va se dire mon papa, je vais plus voir, ma maman, je vais plus la voir, je ne sais quoi. Tout ça, ça se rassure. Mais en tout cas, ce dont il a besoin, je pense que, en tout cas, les pédopsies avec qui j'en ai parlé sont très clairs là-dessus. Il vaut mieux un enfant qui soit dans un attachement sécure, donc où il est en sécurité dans sa relation avec ses deux parents, même séparés, plutôt qu'un enfant qui voit ses parents s'engueuler, qui en plus va penser que c'est de sa faute. Ça détruit. Ça détruit. Et qu'est-ce que tu penses d'un couple dont les parents vivent sous le même toit alors qu'ils sont plus ensemble? Ah, avec Clémentine, il fait aussi un podcast là-dessus. Comment ça s'appelle? Inséparants? Non. Je sais pas. Moi, j'ai ça dans mon cercle, c'est pour ça que je te pose la question. Ça a un nom, mais j'ai oublié. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas, si c'est clair pour tout le monde, je pense que ça demande quand même certains moyens en termes de logement. Faut quand même un espace pour que tout le monde ait sa vie privée. Ouais, en l'occurrence, mais bon, oui. Mais voilà, t'as aussi des parents qui font des gardes alternées. J'ai vu ça dans la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Oui. Puis chacun part dans un Airbnb une semaine sur deux, tu vois, un truc comme ça. Pourquoi pas? Écoute, les modèles évoluent. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est l'enfant. Est-ce que pour les enfants, c'est clair dans leur tête que ils ne sont pas responsables de ce qui se passe entre les parents? Ça, c'est hyper important. Et est-ce qu'ils se sentent aimés? Est-ce que leurs besoins sont remplis? C'est tout. Si ça marche et que tout le monde est content, mais que chacun fasse comme il veut, quoi. Du coup, c'est bien parce qu'on n'a pas parlé de sexualité, mais en même temps, c'est pas le sujet des enfants. Non, c'est pas le sujet des enfants. A priori. Non. Après, tu sais, le sexe, notamment en postpartum, ça vient toucher à quoi? Déjà, qu'est-ce que c'est la sexualité? Qu'est-ce que c'est l'intimité? Premier point. Deuxième point, là, il y a Camille Bataillon, Camille parle sexe sur les réseaux sociaux, qui a fait un chouette livre là-dessus, Retrouver sa vie intime après bébé, où je pense qu'il faut être très clair. Ce que ça indique surtout, c'est que chaque personne, et c'est là où ça vient bousculer le modèle hétérosexuel, c'est que chaque personne est responsable de son désir et son plaisir. Et malheureusement, dans le modèle hétérosexuel, souvent, l'homme pense que sa femme est responsable de lui donner du plaisir. Ce qui est un petit peu pas le cas, en fait. Et c'est vrai que, et là, pareil, dès que tu sors du lot, moi, tu vois, par exemple, pour le deuxième postpartum, ayant appris du premier, je me suis acheté un sextoy spécial, homme, un peu le womanizer de la top, tu vois. Voilà, d'accord, je savais pas que c'est... Oui, enfin, si, je sais que ça existe. En fait, j'en ai découvert plein. Voilà, donc il y a un petit univers à découvrir. Et je me suis occupé de moi-même, tu vois, le temps que ma compagne s'assoie. Mais ça nous a pas empêché d'avoir de l'intimité. Et oui, ça, c'est aussi un truc que les mecs ont du mal à comprendre. C'est que l'intimité, c'est pas nécessairement la sexualité. Mais bien sûr. L'intimité, ça peut être des regards. L'intimité, ça peut être des massages. Mais après aussi, tu vois, c'est pas... encore là aussi, tu vois, la limite, elle est toujours compliquée. Parce qu'avec ma compagne, on en a parlé en plus dans l'épisode de podcast là qu'on a fait. Tu vois, par exemple, souvent, moi, le matin, j'arrivais près de ma compagne. Et tu vois, j'arrivais, donc je la prenais dans mes bras. Je caressais un peu sa peau, son cou, etc. Et ça lui faisait du bien. Et en même temps, on communiquait énormément, elle et moi. Et en même temps, si je faisais ça tous les matins, même si j'en avais envie, elle se disait, il tente des approches, tu vois. Alors elle sait qu'elle va pas pouvoir répondre, donc ça va peut-être créer une culpabilité, etc. Donc tu vois, faut réussir à trouver le juste milieu entre, je te montre que je suis là, et en même temps, selon les pratiques du couple, hein. Peut-être que c'est que de la communication. Mais bien sûr. Ah non, mais c'est sûr. Mais nous, on en a parlé. Ce que je te dis là, c'est à un moment, un matin, je suis arrivé, si tu veux, je l'ai senti un peu moins détendu quand je la prenais dans mes bras et je lui ai dit, est-ce que t'es en train de croire que je te mets de la pression? Est-ce que c'est ce que tu ressens? Elle m'a dit, là, un petit peu, là. Et je dis, ok, en fait, chérie, c'est pas le cas, tu vois. Donc, voilà, t'inquiète, tout est cool, tout va bien. Et voilà, en effet, il faut le dire. Mais après aussi, tu vois, faut lutter contre ses croyances. Parce qu'on a, même les femmes aussi ont ces croyances-là, qu'elles doivent subvenir aux besoins de leur homme, et aussi que le mec a forcément envie de baiser tout le temps, tu vois. Ça, c'est... Ou que l'inverse, d'ailleurs. Ou l'inverse, tu vois. Donc, c'est un gros sujet, ouais. Mais ça, c'est vraiment de la construction sociale, quand même. Très.
clairement. Mais bon, hein, comme tout ce dont on est en train de parler, c'est la construction sociale en même temps. Tout à fait, tout à fait. Pour rappel, je sais pas si tu avais écouté l'épisode que j'ai fait pour le coup avec Franz Deval, qui s'appelle Différent, ou qui explique qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Ça, on en a pas parlé, mais qui est un sujet, donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté l'épisode avec Franz Deval, qui est un primate, parce qu'il est décédé l'année dernière. Ah merde, un primatologue, ouais. J'avais beaucoup aimé cet épisode. Ouais, incroyable. Un des plus grands primatologues au monde, hein, et qui a fait un bouquin qui s'appelle Différent, et où il explique, il est allé voir les dynamiques de genre chez les chimpanzés pour essayer de comprendre, quand il n'y a pas de culture, comment ça se passe. Ça m'avait beaucoup intéressé parce que ça m'avait bousculé sur 2-3 points, tu vois, par rapport au genre, la biologie et tout. Donc, hyper intéressant. Ça m'avait vraiment bousculé. Ouais, moi aussi. Et c'était hyper intéressant. En effet, c'était un épisode à écouter. Voilà. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Et donc, par exemple, pour des chimpanzés qui ont des bébés, en zoo et où les femelles n'ont pas pu, voir d'autres femelles donner le sein, ce sont des femmes, donc humaines, qui leur montrent. Parce qu'en fait, ce n'est pas naturel, c'est pas logique. T'as besoin de reproduire un geste que tu ne connais pas. Bah, moi là-dessus, il y a deux noms qui me viennent en tête. C'est Sarah Blaffer-Hardy qui est anthropologue et aussi primatologue spécialiste des espèces portées. C'est elle qui a notamment beaucoup développé la notion d'alloparentalité. Parce qu'il faut, pour vous le dire, l'alloparentalité, c'est quand d'autres membres de la tribu, on va dire que les parents s'occupent des enfants, et à la base c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous on n'est pas fait pour ça je suis convaincu qu'on n'est pas fait pour avoir un enfant à deux, quoi. Voilà, exactement. Et il y a aussi Ingrid Baillot, je sais pas si tu connais, avec qui je fais un épisode justement sur l'instinct maternel qui n'existe pas, et elle qui parle plutôt de ok, ça n'existe pas, mais il existe des facteurs favorisant, facilitant selon la culture et l'histoire de la personne. Et donc c'est là où on va retrouver ces gestes qu'on va pouvoir reproduire ou pas, si on les a vus ou pas en fait. Tu vois, l'allaitement typiquement, moi j'ai des amis, pour elles c'était évident qu'elles allaient allaiter et qu'elles allaient allaiter au moins 2 ans, tu vois, parce que dans leur famille tout le monde fait ça. D'accord. Alors que nous, moi je viens d'une famille où j'ai vu que des biberons. Ouais, c'est fou. Donc c'est pas, ça joue vraiment. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Fabrice. Je sais pas pourquoi je t'appelle Fabrice, n'importe quoi. Cédric. Mais je t'en prie. Je suis fatigué, ça y est, il est 19h40. 41. Déjà. Je suis fatigué. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, le podcast s'appelle Vlan, comme tu le sais. Ouais. À quoi tu voudrais ouvrir et où claquer la porte? Moi, je voudrais ouvrir la porte, personne qui nous écoute, à l'enfance et à quelques idées qu'on peut avoir sur le sujet. Je vous invite à découvrir peut-être mon ami André Stern sur le sujet. Alors, dans mon podcast, c'est l'épisode 13, je vous invite à l'écouter, mais vraiment, à tout ça, à l'enfance, au jeu libre des enfants, aux apprentissages autonomes des enfants. Là, tu peux envoyer vers Sama Karaki qui est à mort là-dessus. Exactement. Et pourquoi pas, je pense à Clémentine Beauvais, au droit de vote des enfants. Pourquoi pas. Ouvrons tous ces sujets-là, mais ouvrons la vie à l'enfance, quoi. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.